L'histoire commence en 2043, lorsque le premier jeu de réalité virtuelle véritablement réussi au monde, appelé Infinite Dendrogram, est sorti. 2 ans plus tard, un jeune homme sur le point d'entrer à l'université, nommé Reiji Mukadori, apparaît avec enthousiasme, tenant sa copie du jeu. Reiji enfile le casque de réalité virtuelle et entre dans le monde numérique. Dès son arrivée, il se retrouve à l'intérieur d'une imposante bibliothèque. Là, il est accueilli par un sympathique chat nommé Sheshi, une intelligence artificielle chargée de guider les joueurs. Sheshi donne des instructions à Reiji pour remplir son profil. Reiji choisit le nom de Restarling comme surnom dans le jeu. Cela change uniquement la couleur des cheveux et des vêtements de votre avatar. Après cela, vous recevez une boîte contenant des objets de base et quelques pièces. Le chat lui donne également une pierre précieuse appelée Embryon, qui s'attache au poignet de Rei. Cette pierre est liée à la personnalité du joueur et doit se transformer plus tard. Sheshi montre un livre expliquant les possibilités infinies de ce système embryonnaire. Pour le choix de la nation, Rei sélectionne le royaume de l'autel. Peu de temps après, il apparaît à l'entrée de ce royaume et marche jusqu'à ce qu'il trouve une ville magnifique. En ouvrant la carte, il tente de localiser son frère aîné. À ce moment-là, une fille le bouscule et le fait tomber. Rei est presque mort à cause de l'impact, mais la fille utilise une capacité pour le guérir rapidement. Elle dit qu'elle recherche désespérément sa sœur disparue et lui montre une photo de la fille. Avant de partir précipitamment, elle lui donne un mot avec ses coordonnées au cas où il retrouverait la fille. Rei lit la note et découvre que le nom de la fille est Liliana et qu'elle fait partie de la garde royale. Le jeu présente ensuite une quête de niveau 5 qui lui demande de retrouver la sœur de Liliana nommée Millian. Rei se rend compte que Liliana est un personnage non jouable. Il décide alors de partir à la recherche de son frère Shu Starling, qui joue depuis un certain temps. Il trouve Shu près d'une fontaine, portant un costume d'ours. Rei montre le ticket de mission et entend de son frère que le jeu est incroyablement réaliste. Shu explique que les personnages contrôlés par l'intelligence artificielle s'appellent Tien. Rei remet la note et Shu se rend compte que Millian a laissé des indices sur son lieu de résidence. Il en déduit que la jeune fille s'est rendue dans un vieux verger infesté de monstres d'insectoïdes. Shu prévient qu'ils doivent aller vite, car si un PNJ meurt, il disparaît du jeu pour toujours. Rei accepte d'aider et Shu décide également de l'accompagner. Lorsqu'ils arrivent sur place, Shu remet à Rei du matériel pour qu'il puisse se protéger. Il explique que mourir dans le jeu génère une pénalité de 24 heures en dehors du jeu, ce qui équivaut à 72 heures à l'intérieur du jeu. À l'intérieur du verger, les deux voient Liliana lutter pour protéger sa sœur contre plusieurs insectes géants. Shu intervient avec une mitrailleuse et élimine les monstres. Rei arrive peu de temps après, brandissant seulement un petit couteau. Liliana est surprise, mais reconnaissante. Cependant, la mission n'est pas encore terminée. Soudain, un ver géant connu sous le nom de demi-drague émerge du sol. Même les coups de Shu n'affectent pas le monstre. D'autres vers apparaissent et attaquent Shu, qui tente de lancer un sort. Une fois la poussière retombée, Shu est introuvable. L'un des vers attaque Rei, mais Liliana se place devant lui et lui demande d'emmener sa sœur dans un endroit sûr. Rei s'enfuit avec Millian dans ses bras. Lors de l'évasion, il découvre que la jeune fille est allée au verger pour essayer d'acheter des bails et de faire un gâteau pour Liliana. Comme elle ne trouvait pas les fruits dans les magasins, un homme étrange lui suggéra qu'elle pourrait les trouver dans le verger. Alors que Rei court, l'un des vers commence à les suivre. Il esquive l'attaque en portant la fille. Même désavantagé, Rei décide de la protéger à tout prix. Il lui remet une broche magique que lui a donnée Shu, qui peut sauver des vies, et dit à Millian de courir vers la sortie. Le ver frappe Rei, détruisant toutes les protections que Shu avait fournies. Il boit une potion pour récupérer de l'énergie et continue d'essayer de résister. Après plusieurs attaques et après avoir pris la dernière goutte de la potion, le monstre perd tout intérêt pour lui et court après Millian. Rei le poursuit, mais il est trop tard. Le ver frappe la fille et la jette en l'air. Rei parvient à l'attraper avant qu'elle ne soit davantage blessée. Grâce à la broche, Millian survit. Cependant, Rei est irrécupérable et au bord de la mort. À ce moment-là, il invoque son embryon. Un bouclier protecteur se forme autour d'eux, bloquant l'attaque du monstre. Une fille mystérieuse émerge de la pierre et se transforme en une grande épée noire. Elle dit à Rei d'attaquer l'ennemi. Alors que le ver avance, Rei utilise un coup puissant et détruit la créature. Après cela, l'épée reprend sa forme féminine et se présente comme Némésie, l'embryon de Rei. L'embryon a été façonné en fonction de son cœur et de son âme compatissante. Liliana rencontre à nouveau Millian et remercie Rei et Némésie d'avoir sauvé sa sœur. Soudain, le sol explose et Shu apparaît, sortant du sous-sol. Millian livre des fruits au groupe et part avec sa sœur pour la ville. Le jeu affiche une notification indiquant que la mission a été terminée. Némésie est déçu qu'il n'y ait pas d'autre récompense que les fruits. Pourtant, Rei est satisfait et commence à manger. Peu de temps après, il découvre que Shu était responsable de l'achat de tous les fruits de la ville, ce qui a forcé Millian à suivre les conseils de l'homme étrange et à entrer dans le verger. Pendant ce temps, 3 silhouettes obscures observent ce qui s'est passé et commentent le plan. Ils révèlent que l'intention était d'éliminer Liliana. Le plan consistait à livrer des fruits empoisonnés à Millian, dans l'espoir qu'elle les donnerait à sa sœur. Comme Shu a acheté tous les fruits, le plan a échoué. Le but de ces entités mystérieuses est d'éliminer tous les PNJ puissants du royaume, comme Liliana. Cette nuit-là, alors que Rei,
Shu et Nemesis font la fête, Ray reçoit une notification indiquant qu'il doit retourner dans le monde réel. Il quitte le jeu pour manger et aller aux toilettes. Peu de temps après, il revient et Shu demande plus de nourriture pour continuer la célébration. Il parle de l'évolution des embryons, et Ray découvre qu'un embryon peut atteindre la 7e et dernière forme, devenant un embryon supérieur. Shu révèle ensuite qu'il a une histoire avec Liliana. Il parle d'une guerre entre le royaume d'Altar et le royaume de Dref. De nombreux joueurs forts ont refusé de se battre parce que le roi n'offrait pas de prix, y compris Shu. Le roi de la destruction, Figaro, et la prêtresse Tsukio Fuso, les 3 plus hauts gradés du royaume, ont également refusé de participer. En conséquence, le royaume de l'autel a perdu de nombreux PNJ, la moitié des chevaliers et même le roi lui-même. Dref a presque détruit le royaume, mais le royaume de Kaldina est intervenu et a forcé Dref à se retirer. Le père de Liliana était l'un des chevaliers morts à la guerre. Elle a donc une dent contre Shu. À l'époque, Shu ne combattait pas car il craignait que sa véritable identité soit révélée si son équipement se cassait. Depuis, il prend des précautions pour cacher son visage. Pendant ce temps, Ray décide de continuer à évoluer et de se préparer à gagner sa place parmi les meilleurs. Pour ce faire, il doit se procurer un bon équipement et choisir une profession dans le jeu. Le lendemain matin, Shu emmène Ray acheter du matériel et lui donne un livre avec des options de profession. Après avoir parcouru le contenu, Ray choisit le métier de paladin, qui fait partie des classes de haut niveau. L'une des exigences pour cette profession est de recevoir une recommandation d'un chevalier prestigieux. Ray se rend compte que la récompense pour avoir sauvé Milian était une lettre de recommandation donnée par Liliana. Ils vont rendre visite à Liliana et elle lui donne la lettre. Ray fait ensuite don de 200 000 lyres à l'église, remplissant ainsi la deuxième exigence. Le dernier critère lui demande de vaincre un monstre de type demi-dragon, chose qu'il avait déjà fait lors du sauvetage de Milian. Une fois toutes les exigences remplies, Ray dit au revoir à Shu et part avec Nemesis à la recherche de nouveaux monstres à améliorer. Plus tard dans la journée, il se dirige vers une zone de chasse pour vaincre les ennemis et acquérir de l'expérience. Au cours du voyage, Ray trouve 2 personnes allongées sur le sol, entourées d'un groupe de gobelins. Il utilise la magie de guérison à distance pour les aider et leur permettre de vaincre leurs ennemis. Le garçon se présente comme Rook, un nouveau joueur. La fille à côté de lui, aux cheveux violets et à l'apparence provocatrice, est son embryon, appelé Babylone, ou simplement bébé. Pour le remercier, Rook emmène Ray et Nemesis manger quelque chose. Lorsqu'ils arrivent au restaurant, les garçons sont étonnés de voir Baby et Nemesis dévorer toute la nourriture avec voracité. Plus tard, le groupe dit au revoir et promet de former une équipe ensemble un jour. Cette nuit-là, Ray et Nemesis se dirigent vers une forêt pour continuer à chasser les monstres. Soudain, Ray est frappé par quelque chose et perd de la santé. Lorsque le monstre tente de l'attaquer à nouveau, Ray utilise sa lame pour activer une capacité de contre-absorption. Il se rend compte qu'il est face à un embryon appartenant à un tueur de joueurs, connu sous le nom de P.K. Ray guérit rapidement et s'enfuit. Il se tourne ensuite pour vaincre un autre ennemi, mais une silhouette enveloppée d'une brume sombre émerge avec une arme et invoque une horde de monstres contre lui. Malgré ses efforts pour s'échapper, Ray finit par être éliminé et doit attendre 24 heures pour revenir dans le jeu. Lorsqu'il revient enfin, il trouve Nemesis très secoué, se reprochant ce qui s'est passé. Ray réconforte sa partenaire et, pour lui remonter le moral, lui promet qu'il retrouvera le tueur qu'il a vaincu et l'affrontera à nouveau. Avec cet objectif en tête, les deux continuent de chasser les monstres tard dans la nuit. Ray découvre que les tueurs sont répartis dans toute la ville et décide d'emmener Nemesis, qui a toujours peur, dans le labyrinthe souterrain d'un véritable cimetière. Pour obtenir l'autorisation d'entrer, il dépense une somme considérable. Cependant, le garde l'informe que les paladins ont une entrée gratuite, ce qui laisserait frustré. Le labyrinthe est sombre et provoque la peur chez Nemesis, qui est terrifié par les fantômes et refuse de continuer. Après avoir hésité, il se transforme finalement en épée, et Ray l'utilise pour exterminer les zombicides qui apparaissent en chemin. Alors qu'ils franchissent le premier étage, Nemesis sent un danger imminent. Une attaque en chaîne en forme de serpent frappe Ray, mais il parvient à bloquer le coup à temps. Le courant recule et Ray se positionne pour combattre. Puis un homme habillé en prêtre mais ressemblant à un cow-boy sort de l'ombre. Ray est surpris lorsque le joueur s'excuse pour l'attaque. Les deux se comprennent rapidement et décident de parler. Le cow-boy explique qu'il a pris Ray pour un monstre. Ray dit que les assassins attaquent les joueurs dans la capitale et, par conséquent, ils ont décidé d'explorer le labyrinthe pour gagner en force. Le cow-boy révèle qu'il est dans le labyrinthe depuis 5 jours et qu'il a battu un record en atteignant le 48e étage. Ray et Nemesis sont choqués de découvrir qu'il est le légendaire Figaro, l'un des 3 meilleurs joueurs du royaume. Figaro recommande à Ray de se rendre à Gideon, la ville double. Il explique qu'il est possible de mourir au combat sans être déconnecté du jeu. Figaro informe que l'accès à Gideon a été bloqué, mais promet de résoudre le problème. Avant de partir, Figaro lui assure qu'il va nettoyer la ville des assassins et encourage Ray à continuer à monter de niveau. Il félicite également Ray et Nemesis pour leur capacité à bloquer l'attaque précédente. Après le départ de Figaro,
Ray et Némésie continuent la chasse jusqu'à ce qu'ils décident de se reposer. Cependant, Némésie est toujours secoué par la quantité de zombies que Ray a éliminés en utilisant sa forme d'épée. Le lendemain matin, après une autre séance de chasse intense, Ray rencontre à nouveau Rook et Baby. Les deux hommes commentent qu'ils n'ont rencontré aucun tueur dans les zones de chasse. Rook suggère que Figaro a peut-être éliminé tout le monde, mais Ray n'en est pas si sûr. Il croit que Figaro est allé vers Gédéon pour accomplir la promesse. Soudain, une mystérieuse fille apparaît à leur table. Elle se présente comme Maria Adler, journaliste, et propose des informations en échange d'un paiement. Ray accepte de payer, mais Rook propose de partager le montant. Après le paiement, Maria révèle que les assassins agissent comme un clan organisé, avec les groupes K et R à l'est, Mad Castle au sud et Goblin Street à l'ouest. Ray pose des questions sur le nord, où il a été vaincu. Maria explique qu'un assassin solitaire doté d'un embryon supérieur, connu sous le nom d'assassin supérieur, opère dans cette région. Cependant, personne ne connaît son identité. Elle dit que les 4 meilleurs joueurs alliés au royaume de l'Autel en ont eu assez de ces assassins et ont décidé d'éliminer les clans. Ces joueurs sont le roi de la destruction, l'inconnu, Figaro, la chaîne sans fin, Tsukuyo Fuso de la Société de la Lune et Lele, l'héritière des banquets. À l'aide d'une sphère magique lumineuse, Maria montre des scènes d'affrontement entre les clans d'assassins et les joueurs supérieurs. Au sud, le groupe Mad Castle s'approche d'un joueur passant sur son territoire. Le leader exige que le joueur endommage son propre équipement pour s'en sortir vivant. Après avoir échoué plusieurs fois, le joueur est brutalement vaincu. Peu de temps après, les chaînes Figaro apparaissent et éliminent tout le groupe Mad Castle. Lorsque Figaro sort de l'ombre, il félicite le boss ennemi d'avoir réussi à éviter l'attaque initiale. Figaro lui offre la possibilité de battre en retraite. Le patron examine les données de Figaro et se rend compte qu'il fait face à un adversaire beaucoup plus fort. Il accepte de signer un traité de paix, mais planifie une attaque perfide. Alors que Figaro s'approche pour prendre le contrat, le patron utilise un champ de gravité et un puissant bouclier pour le frapper. Figaro reste imperturbable, esquivant toutes les attaques et projetant l'ennemi dans les airs. Il tire ensuite l'ennemi en arrière avec sa chaîne et termine par un coup d'épée dévastateur. Maria raconte ensuite la chute du clan KR à l'est. Les assassins tentent d'attaquer les adeptes de la Société lunaire, mais sont empoisonnés par Tsukuyo Fuso, qui lance un sort capable d'assombrir la lune. Affaiblis par le poison, les assassins sont éliminés par les membres de la secte. Maria explique que Tsukuyo Fuso dirige également un groupe religieux dans le monde réel, au Japon, et qu'elle a fondé un clan dans le jeu pour rassembler des adeptes. Fuso a rejoint la chasse après qu'un assassin ait tué l'un de ses membres. Ray et ses amis réfléchissent à la peur que représente le fait d'être ciblé par le plus grand clan du jeu. La scène se déplace vers l'ouest, où une fille aux cheveux roses nommée Lele bat facilement le clan Goblin Street. Maria commente que le passe-temps préféré de Lele est de saouler les débutants. Finalement, Maria informe que le Northern Top Assassin est toujours un mystère. Il montre comment le roi de la destruction a mis le feu à une forêt entière en essayant de le capturer, mais l'assassin a quand même réussi à s'échapper. Ray et Némésie étaient impatients de pouvoir se venger de l'assassin supérieur. Ils se dirigèrent vers la forêt détruite par le feu. En chemin, ils découvrirent que Liliana et les chevaliers travaillaient sans relâche pour éteindre les flammes. Peu de temps après avoir inspecté la forêt, ils sont tombés dans une autre dimension et ont trouvé Sheshi, le chat à intelligence artificielle, supervisant la restauration de la zone. Sheshi fut surpris de voir Ray là, soupçonnant que cela avait quelque chose à voir avec le type rare d'embryon qu'il possède, Némésie. Aucun joueur ne devrait pouvoir entrer dans la dimension d'une IA. Ray a demandé une explication à Sheshi, mais le chat a évité la réponse. Ils ont changé de sujet et ont commencé à parler des sanctions pénales en matière de jeu d'argent. Selon le chat, un joueur bloqué peut toujours se déconnecter ou mourir et revenir au jeu en tant que joueur libre. Ray a trouvé que ce système était injuste car il permettait aux criminels graves de revenir facilement. Après le thé, Sheshi les remercia de leur compagnie et, avant de partir, dit énigmatiquement que le cœur d'un ogre se trouve dans son estomac. Ray et Némésie se sont dirigés vers la guilde pour trouver de nouvelles quêtes. Ray a constaté qu'il y avait eu un grand nombre de commandes depuis l'ouverture de la route vers Gideon. Il fut également surpris d'apprendre que son ami Rook avait choisi un travail étrange appelé coureur de jupons. Et cette profession lui a donné des compétences de séduction masculine et a augmenté le pouvoir des monstres féminins. Rook, d'un autre côté, pensait que le travail de Ray en tant que paladin était vraiment cool. Némésie était excité à l'idée de rencontrer d'énormes monstres avec de bonnes récompenses sur le chemin de Gideon. Pendant ce temps, Bébé était plus intéressé par le menu du restaurant. Soudain, Ray remarqua des hommes qui observaient les filles, dont Rook, qui activa sa capacité de séduction. Il fut surpris lorsque Maria réapparut mystérieusement. Marie avait également des affaires avec Gideon et décida de rejoindre le groupe. Ils ont tous convenu d'accepter une mission commune pour livrer des marchandises à Gideon et de partager le paiement. Peu de temps après, ils se dirent au revoir et convinrent de partir ensemble le lendemain matin. Pendant ce temps, un groupe d'ogres attaquait des marchands en route vers Gideon. Une explosion a détruit l'un des chariots qui tentait de s'échapper. Lorsque la poussière retomba, un ogre rouge géant apparut et écrasa les personnes qui tentaient de s'échapper. Le lendemain matin,
le groupe partit pour Gideon dans un chariot tiré par Marilyn, un demi-dragon à 3 cornes. Rook avait remporté le prix Marilyn pour avoir posé pour un artiste. Il a également montré un bijou qui pouvait stocker des monstres. Le groupe a été déçu de découvrir que Maria n'avait aucune compétence en combat. Pendant le voyage, ils ont trouvé un autre groupe attaqué par des ogres et ont décidé de les aider. Rook a libéré Marilyn, qui a facilement écrasé plusieurs ogres. Ray a utilisé Némésie pour les attaquer, tandis que Rook et Baby ont charmé les ogres, les obligeant à se battre les uns contre les autres. Bébé a atteint sa deuxième forme en drainant tous les fluides d'un ogre. Alors qu'un des marchands remerciait Ray, une explosion révéla le chef ogre, le géant Guardranda. Ray, sans s'en rendre compte, bloqua l'attaque avec sa capacité de contre-absorption. Il a reconnu qu'il s'agissait d'un monstre boss unique, également connu sous le nom du BM. Le monstre a répandu une fumée toxique sur le groupe. Bébé a volé avec Rook pour éviter le nuage. Pendant ce temps, Ray et Marilyn étaient affaiblis par le poison. Marilyn a utilisé ses dernières forces pour sauver Ray de l'écrasement du boss. Rook a réussi à la rappeler dans le joyau avant qu'elle ne soit éliminée. Bébé a été choqué lorsque son sort d'enchantement a échoué contre le boss. Ray a utilisé sa capacité de vengeance ultime et a coupé les doigts du monstre. Maria a brisé une fiole d'élixir sur le visage de Ray, ce qui a instantanément guéri les effets du poison. Elle a prévenu que l'effet ne durerait que 180 secondes. Avec ses forces restaurées, Ray s'est lancé dans une bataille intense contre Guardranda. Bien qu'il soit à son apogée, Ray souffre toujours des attaques du monstre. Il s'est immédiatement soigné, mais l'oiseau de pierre géant de Guardranda a ensuite rejoint le combat. Ray a réussi à esquiver. Rook et Baby volèrent pour affronter l'oiseau, tandis que Ray se concentrait sur le boss. Ray a ensuite accumulé ses points de dégâts pour les utiliser dans une attaque finale. Le patron réalisa son intention et libéra une grande flamme. Malgré cela, Ray traversa le feu et frappa violemment la tête du monstre. Malheureusement, le patron a réagi et l'a frappé violemment au sol. Ray a essayé de se soigner, mais l'effet de l'élixir s'est estompé et les symptômes du poison sont revenus. Le patron continuait d'avancer même sans tête. Ray s'est alors souvenu du conseil de Shoshi selon lequel le cœur de l'ogre se trouvait dans son estomac. Soudain, il vit un étrange compte à rebours sur l'écran. Avant qu'il ne puisse comprendre, le patron forma les yeux sur ses épaules et virait. Le compte à rebours a atteint 0 et Némésie a subi une évolution d'urgence. Elle s'est transformée en une lance noire géante et élégante. La nouvelle forme apportait une puissante capacité qui régénérait automatiquement la santé de Ray et annulait les effets du poison. De toutes ses forces, Ray retourna au combat et frappa l'abdomen du boss. À sa grande surprise, le chef a rapidement régénéré la blessure. Avec la nouvelle capacité, Ray pourrait utiliser 3 attaques de contre-absorption. Cependant, il a découvert qu'il ne pouvait pas utiliser sa vengeance ultime sous cette forme. Némésie a averti qu'en revenant à la forme d'épée, les effets du poison reviendraient. Ray a décidé de tenter sa chance. Après un combat intense qui a vaincu le boss, Némésie est revenu sous forme d'épée. Ray s'est précipité pour porter le coup de grâce. Le chef, cependant, anticipa le mouvement et lui lança une grande flamme. Alors qu'il essayait de frapper Ray avec une boule de feu mortelle, l'embryon de l'assassin supérieur est apparu et a attaqué le boss, lui faisant exploser la bouche. Ray a profité de l'écart et a porté le coup final, détruisant l'ennemi. L'écran a affiché la récompense et Ray a reçu des bracelets de feu pour avoir vaincu Guardranda. Après la bataille, Maria a donné à Ray une potion de guérison et lui a demandé s'il avait vu l'assassin supérieur. Maria a déclaré avoir vu un homme tirer sur un embryon en forme de pistolet. Alors qu'il réfléchissait à cela, Rook et Baby arrivèrent en volant sur l'oiseau de pierre. Rook avait apprivoisé la créature et l'avait nommé Audrey. Un homme s'est approché et a remercié Ray d'avoir sauvé sa famille. Peu de temps après, les marchands ont utilisé une boîte magique brillante pour recueillir les âmes de leurs compagnons morts. Maria a expliqué que c'était un cercueil pour les PNJ. Ray est devenu ému, car il s'est rappelé que Liliana et sa sœur sont également des personnages qui peuvent mourir. Il a commencé à se demander si ce monde n'était vraiment qu'un jeu. Pendant ce temps, un maître du jeu lisait les mises à jour sur un écran. Il fut surpris de voir qu'un joueur de bas niveau avait vaincu un monstre boss. Selon lui, Ray a éliminé le monstre avant qu'il ne se transforme en un boss supérieur. Finalement, le groupe arriva dans la ville animée de Gideon. Némésie a suggéré qu'il célèbre cela avec un festin, mais Ray a insisté pour s'occuper des choses sérieuses en premier. Ils se sont rendus à la guilde des aventuriers pour livrer les objets et recevoir le paiement. Plus tard, Ray a raconté au groupe combien il avait reçu pour avoir vaincu le chef ogre. Le lendemain matin, Ray et Némésie se rendirent à la périphérie de la ville pour tester les bracelets de feu qu'il avait reçus. Ray a fini par se brûler et s'empoisonner à plusieurs reprises, perdant toute sa vie lors des tests. Soudain, une étrange silhouette apparut derrière eux. C'était quelqu'un dans un costume de pingouin nommé Flamingo. Flamingo a offert à Ray une potion, qu'il a prise sans réfléchir. Ray réalisa alors qu'il avait acquis des oreilles d'animaux. Quand il s'est regardé dans le miroir, il est devenu furieux et a menacé le pingouin. Flamingo s'est moqué de lui et s'est enfui en disant que les oreilles disparaîtraient à la tombée de la nuit. Ray se demandait comment ce type connaissait son nom. Plus tard, Ray et Némésie ont rencontré Maria,
qui a dessiné un portrait de Ray torse nu. Ray a raconté comment il a obtenu ses oreilles. Ils étaient sur le point de rendre visite à l'homme qu'ils avaient sauvé de l'attaque de l'ogre, mais Ray était gêné de se présenter avec ses oreilles. Maria l'a rassuré en lui disant que personne ne s'en soucierait. Lorsqu'ils arrivèrent au magasin de l'homme, il ne remarqua pas les oreilles de Ray. Cependant, Rook et Baby sont arrivés et ont commenté. Rook a demandé ce qui s'était passé, mais Ray était trop fatigué pour expliquer. Il fut néanmoins choqué de découvrir que Rook avait la capacité de lire dans les pensées. Rook a également dévoilé sa nouvelle couverture, intitulée Liz, qui semblait avoir sa propre vie. Après cela, Ray a décidé d'acheter une cape pour lui aussi. Némésie l'a traité d'imitateur. La cape de Ray le faisait ressembler à une chèvre et n'avait rien à voir avec la cape blanche élégante de Rook. Après avoir fait les courses, ils ont trouvé une machine de loterie. Ray a dépensé beaucoup d'argent pour essayer d'attraper une sphère de prix. Il n'a pas eu de chance, même après plusieurs tentatives. Pendant ce temps, Rook a décroché le jackpot et a gagné des gants avec des pouvoirs spéciaux. Ray était dévasté. Heureusement, en ouvrant sa dernière sphère, Ray a gagné un cheval avec des capacités uniques nommé Silver. Il essaya de monter à cheval, mais il tomba honteusement. Il a donc quitté le jeu pour comprendre pourquoi il ne pouvait pas monter. À la maison, Ray a fait des recherches sur internet et a découvert qu'il devait apprendre à piloter à partir de zéro. Il a également découvert qu'il pouvait acheter une amulette qui lui conférait cette capacité, mais cela coûtait beaucoup d'argent. Ray est revenu au jeu et a commencé à réfléchir à la manière d'obtenir plus d'or. Némésie lui suggéra de participer au tournoi de duel de Gideon, où le prix était élevé. Ray a expliqué que seuls les joueurs de niveau 51 ou plus pouvaient participer. Lors d'une promenade, Ray et Némésie sont tombés sur un groupe de voyous harcelant une femme. Avant qu'ils ne puissent agir, un étrange garçon ressemblant à une fleur nommé Hugo est intervenu. Hugo était un joueur de niveau 126. Hugo parlait avec assurance, mais les bandits avançaient et le battaient facilement. Ils ont été déçus de constater qu'il était faible. Le chef de gang a ensuite tenté d'attaquer Ray, mais Ray l'a frappé avec un coup de poing dévastateur alimenté par les bracelets de feu, provoquant la fuite du reste du groupe dans le désespoir. Ray a aidé Hugo à se relever. Après avoir échangé quelques mots, Ray était confus de voir qu'Hugo avait été battu à ce point, même avec un niveau aussi élevé. Hugo a expliqué qu'en raison de sa classe de pilote d'élite, ses attributs physiques étaient très faibles. La femme qu'ils avaient sauvée est revenue les remercier et les a suppliés de sauver son jeune frère. Selon elle, le gang connu sous le nom de Ghostmas kidnappait des enfants et les mangeait si la rançon n'était pas payée à temps. Ray et Hugo furent dégoûtés par la révélation et acceptèrent la mission, même sans récompense. Peu après le départ de la femme, une étrange petite fille vêtue de blanc est apparue, traînant les corps des bandits qui avaient fui. Ray a remarqué le blason sur sa main et a déduit qu'elle était également une joueuse. Elle a informé Hugo où se trouvait la base du gang, dans les montagnes. La fille, nommée Psycho, s'est moquée de Ray et Némésie. Peu de temps après, elle s'est retrouvée dans une dispute enfantine avec Némésie. Après quelques taquineries, les deux ont fini par décider de s'entendre. Hugo a présenté Psycho comme un membre de son équipe. Ray et Hugo ont alors formé un groupe et ont reçu la mission officielle de sauver le garçon disparu. Hugo les conduisit dans une clairière de la forêt et fit immédiatement appel à son arsenal d'armes. Depuis un compartiment invisible, il invoqua une machine géante de type demi-dragon utilisée par l'Empire Dref. Hugo monta dans la machine et partit avec eux jusqu'à la cachette du gang. Plus tard, ils découvrirent une grande forteresse au pied des montagnes. Hugo a commenté que tous les propriétaires d'embryons vierges avaient quelque chose en commun, ils voyaient Infinite d'Androgramme comme une réalité et pas seulement comme un jeu. Ray n'était pas d'accord, mais son visage montrait clairement qu'Hugo avait raison. Hugo expliqua alors le plan d'attaque. Avant qu'il ne puisse commencer, d'autres charrettes transportant des enfants sont arrivées sur les lieux. Psycho a utilisé son oui accru et a entendu les membres du gang parler de tuer les enfants. Hugo attaqua immédiatement les wagons, lançant une bombe fumigène pour brouiller la vision des ennemis, tandis que Ray et Némésie s'infiltrèrent rapidement dans la forteresse pour sauver les enfants. À l'intérieur de la forteresse, Ray a rencontré des zombies et a eu le cœur brisé de réaliser qu'il s'agissait d'enfants. Il a utilisé le feu pour les détruire. Après le combat, il a reçu une capacité appelée Silver Purifying Light. Les âmes des enfants s'élevèrent sous la forme de petites lumières, remerciant d'avoir été libérés. Dans la forteresse, le chef de gang observait tout à travers un miroir. C'était un centaure laid et maléfique nommé Lick. Pendant ce temps, Hugo a vaincu les criminels à l'extérieur et a pris une potion pour récupérer. Psycho lui suggéra d'utiliser son embryon, mais Hugo préféra garder sa dernière lettre pour le moment opportun. Soudain, le deuxième boss est apparu. C'était Goose, une créature monstrueuse semblable à Baphomet. Le monstre a commencé à dévorer les corps de ses propres alliés. Goose chargea pour attaquer, mais Hugo le frappa violemment, brisant sa lame. Goose était très fort et a frappé la machine d'Hugo avec un coup puissant, le faisant saigner. Alors qu'il réfléchissait à une nouvelle stratégie,
Hugo vit avec horreur le monstre Gaos sortir la tête des enfants d'un sac et les dévorer pour le dessert. Pris de rage, Hugo décide d'invoquer son embryon. À la surprise générale, il s'est avéré que Psycho était en fait l'embryon du type de jeune fille d'Hugo. Les armoiries qu'il tenait à la main n'étaient qu'un déguisement. Psycho s'enveloppa d'une lumière intense et commença à orbiter autour de la machine d'Hugo. Elle a ensuite transformé la machine en un magnifique modèle blanc. Alors que Goose avançait, Hugo invoqua un portail de mort. Goose a été complètement anéanti lorsqu'il a traversé le portail. À l'intérieur de la forteresse, Ray a trouvé des enfants enfermés dans une cellule et a vérifié leurs signes vitaux. Peu de temps après, il trouva une porte et entra dans une autre pièce. Là, il vit un cercle magique avec un enfant au centre. Sans réfléchir, il courut vers le cercle et attrapa le garçon. Cependant, il l'a immédiatement regretté. Pour désactiver les défenses de Ray, le sorcier avait lancé un sort qui lui permettait de posséder le corps de l'enfant. Dès que Ray l'a attrapé, le garçon l'a poignardé avec une lame empoisonnée. Ray tomba au sol, paralysé. Le sorcier retourna alors dans son propre corps sous une forme grotesque. Il était satisfait et admirait son cristal d'énergie sombre. Ce sorcier fou souhaitait devenir le roi immortel des morts. Pour ce faire, il a transformé des vies en âmes zombifiées pour renforcer le cristal. Malheureusement pour lui, Ray portait Némésis sous sa forme de lance, ce qui activait une capacité de lutte contre le poison. Le sorcier fut choqué lorsque Ray lui coupa les mains. Il a essayé de lancer une malédiction sur Ray, mais Némésis a contré le sort. Puis Ray le frappa avec colère. La lance de Ray, désormais équipée de la lumière argentée purificatrice, empêchait le sorcier de se régénérer. En réalisant cela, le sorcier réveilla une armée d'enfants zombies et s'enfuit à la recherche du monstre Gaos. Lorsqu'il arriva à l'extérieur de la forteresse, il fut choqué de voir Gaos en morceaux. Hugo l'avertit de se rendre, mais le sorcier refusa et tenta de s'échapper. Cependant, Ray était derrière lui. Après un combat intense, le sorcier décide d'utiliser son cristal le plus précieux. Il l'a activé et a libéré un gaz mortel sur Ray. Le sorcier fut dévasté lorsque Ray bloqua l'attaque avec sa lance. Ray a pointé l'arme sur lui, le faisant crier de désespoir. Le sorcier lui a offert une énorme somme d'argent, mais Ray n'a pas bougé et l'a détruite. Avec Némésis de retour sous forme humaine, Ray tomba au sol à cause de la malédiction. Heureusement, Hugo lui a donné un élixir qui a supprimé les effets du sort. Peu de temps après, Hugo montra l'inventaire du sorcier, mais Ray ne voulait rien prendre de ce cadavre dégoûtant. Ray a remarqué que Psycho n'était pas là. Ils furent surpris lorsqu'elle sortit de la grande machine blanche. Après qu'Hugo lui ait tout expliqué et les présenté à nouveau, le groupe est retourné au donjon pour sauver les autres enfants. Pendant ce temps, les membres survivants du gang sont revenus pour récupérer les affaires du sorcier et les enfants qui se trouvaient encore dans le chariot. Ils ont célébré leur victoire lorsqu'ils ont trouvé une boîte contenant de l'argent. L'un d'eux a ramassé un étrange sac avec un œil. Le sac s'est activé, collant à la main de l'homme. C'était un mécanisme d'autodestruction créé par le sorcier en cas de mort. Le sac a tué les bandits et a fusionné avec les corps, y compris la tête du monstre. La fusion a donné naissance à un nouveau monstre zombie géant. Pendant ce temps, le maître du jeu a reçu une notification concernant le nouveau boss unique. L'intelligence artificielle a nommé la créature Guzmaz. Ray et Hugo sont revenus du donjon avec les enfants et ont vu le monstre détruire la machine d'Hugo. Ray était également dans un état affaibli. Un enfant est arrivé en courant et a attiré l'attention du monstre. Ray réagit rapidement, attaquant le monstre avec le feu et le renversant. Il a demandé à Hugo d'emmener les enfants pendant qu'il affrontait la créature avec Némésis. Le monstre a commencé à se régénérer et à attaquer Ray. Ray réalisa que le sorcier essayait de contrôler l'esprit du monstre. Némésis a expliqué qu'il pourrait le vaincre une fois le contrôle établi. Même avec les points accumulés lors de l'attaque précédente, il n'avait qu'une seule chance d'utiliser l'attaque de vengeance ultime. La bataille s'est intensifiée. Soudain, le monstre s'avança vers la charrette où se trouvaient Hugo et les enfants. Ray a utilisé Silver pour atteindre la créature et lui couper le talon. Le monstre a crié tandis que Ray lui coupait le haut de la tête. Alors qu'il était sur le point de tomber, Ray a essayé de frapper le noyau. Mais le monstre a tiré un rayon mortel depuis le centre de son corps. Le coup a gravement blessé Ray. Némésis a essayé de le guérir avec une potion, mais cela n'a eu aucun effet. Ensuite, elle a donné la potion à Ray directement par la bouche, ce qui a légèrement augmenté sa santé. Némésis invoqua une lame et alla affronter le monstre seul. Pendant ce temps, Ray commençait à rêver. Dans le rêve, il a vu une fille mystérieuse qui a ravivé ses souvenirs. Dans l'un des souvenirs, Ray a essayé de sauver une fille, mais Chou a été blessé dans le processus. Chou a dû participer à un tournoi avec une cheville cassée. Ray s'en est voulu, mais Chou lui a assuré que ce n'était pas sa faute et a promis de gagner quand même. Chou a tenu sa promesse et a remporté le tournoi. La mystérieuse fille a mis fin aux souvenirs et a commencé une conversation émouvante et bouleversante avec Ray pour l'encourager. Elle a révélé qu'il s'agissait d'un fragment de Gardranda, l'ogre rouge géant. Ray a tué Gardranda avant qu'il ait terminé sa grosse boule de feu. Le processus incomplet a donné naissance à la mystérieuse fille,
qui est devenue une partie de l'inventaire de Rey. La fille a révélé sa vraie forme et a réveillé Rey de son état inconscient. Pendant ce temps, Némésie était à court d'énergie dans le combat contre le monstre. Heureusement, Rey est revenu à temps et a brûlé la langue bizarre de la créature. Némésie s'est transformé en lance et Rey a chargé le monstre, déclenchant une bataille intense. La créature a essayé d'utiliser son attaque de base mortelle, mais Rey a réussi à l'esquiver. Il a habilement évité tous les coups et a sauté dans les airs. Rey atterrit sur la tête du monstre et l'acheva d'un coup mortel. Après la bataille, Rey a reçu de nombreuses récompenses pour avoir vaincu un boss unique de niveau pinacle. Il a acquis la compétence d'équitation et est retourné à la ville sur Silver. Rey a également acquis une technique qui transforme le ressentiment en une amélioration de son statut. Sur le chemin du retour, Rey se demandait s'il devait rester dans le jeu ou retourner définitivement dans le monde réel. Il a décidé de rester dans Infinite d'Androgramme et a promis d'éliminer tous les obstacles sur son chemin. Dans une tournure inattendue des événements, Hugo a eu une rencontre suspecte avec le pingouin. Il s'est avéré que Flamingo avait espionné Rey à travers la potion qu'il lui avait donnée. Hugo fut soulagé d'apprendre que Rey avait survécu à la bataille, mais exprima son inquiétude quant au fait qu'il pourrait entraver ses plans. Flamingo a rassuré Hugo, lui assurant que le plan se terminerait avec un minimum de pertes. Flamingo a ensuite retiré son costume de pingouin et s'est révélé être un homme sinistre, membre du groupe appelé le Triangle de la Sagesse. Ce groupe visait à mettre fin à la guerre entre l'Empire Drift et le Royaume de l'Autel. Peu après, une file de charrettes suivait un chemin de terre. Un garçon nommé Kang a essayé de grimper sur l'un d'eux et a failli tomber. Soudain, une griffe métallique colorée appartenant à une créature majestueuse à l'apparence inhabituelle le sauva. Le garçon la remercia et l'appela Maître Chunyu, un supérieur du clan Wang. Chunyu sentit le danger et fit signe à Kang de se baisser. Elle a ensuite intercepté une balle qui, une fois touchée, s'est divisée en deux. Les bandits responsables se cachaient au sommet d'une falaise. Ils appartenaient au gang de Goblin Street. Le chef, qui était également un supérieur, a essayé de lancer un sort. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer le sort, Chunyu est apparu au loin et lui a arraché le cœur sans le toucher. Avant que les autres ne puissent réagir, Chunyu était déjà au sommet de la falaise et, d'un mouvement rapide, élimina tout le monde. Pendant ce temps, Rey parlait à Némésie des objets qu'il avait reçus en battant le monstre du labyrinthe de loi, pendant qu'elle prenait un bain. La nuit précédente, ils avaient découvert que Silver le cheval pouvait voler en combinant son fer à cheval avant avec le convertisseur de rancune. Ils avaient rendez-vous avec Maria, mais Némésie a mis trop de temps sous la douche. Plus tard, ils ont rencontré Maria pour déjeuner. Rey a demandé des conseils sur la façon d'améliorer ses compétences et de vaincre l'assassin supérieur qu'il avait éliminé dans la forêt. Maria lui a recommandé d'augmenter son agilité et son endurance, car l'ennemi avait une agilité très élevée. Elle a expliqué que les compétences de la vie réelle influencent également les performances dans le jeu. Selon Maria, chaque embryon porte le nom de sa capacité finale, mais celle-ci ne peut être débloquée qu'en atteignant un niveau élevé. Lorsque Rey a posé des questions sur l'embryon de Maria, elle est devenue nerveuse et évasive. Rook et Babi sont arrivés, et Maria en a profité pour aller au comptoir chercher de la nourriture pour Babi. Maria a remis à Rey des billets pour le duel dans l'arène entre les supérieurs Figaro et Chunyu, le maître Jianshu du clan Wang. Rey était excité de pouvoir regarder le combat de Figaro. Le groupe a convenu de se retrouver plus tard pour regarder le duel ensemble. Maria se sentit mal à l'aise lorsque Rook lui murmura quelque chose à l'oreille. Ensuite, Rey et Némésie se sont rendus à la guilde pour recevoir la récompense pour avoir vaincu le boss. Rey était confus lorsqu'il a reçu une grosse somme d'argent. Il a décidé de rencontrer Hugo pour partager l'argent. Plus tard, ils ont rencontré le frère de Rey, Shu, sur la place de la ville avec des musiciens. Shu distribuait des bonbons aux enfants autour de lui pour les éloigner. Soudain, une étrange fille s'est approchée et a ramassé un petit monstre à fourrure qui se trouvait sur la tête de Shu. Avant de partir, Shu a donné des bonbons à Rey et Némésie. La fille méfiante a parlé au petit monstre, et d'après la conversation, elle semblait avoir hâte de regarder quelque chose pendant le duel dans l'arène. Peu de temps après, Shu, Rey et Némésie se sont rendus dans un café pour discuter. Rey a découvert que Shu et Figaro étaient de grands amis et que Shu était en Gideon pour le soutenir. Rey a montré le billet et Shu a révélé qu'il serait également dans la même zone réservée qu'eux. Némésie mangeait son gâteau tandis que les frères échangeaient des histoires de leurs aventures. Shu a félicité Rey pour avoir vaincu 2 boss uniques. Rey a également montré de l'admiration pour les expériences de son frère. Il a déclaré que Shu est entré dans l'Infinite d'Androgramme le jour de son lancement. Cela a fait de lui l'un des premiers joueurs à vaincre un boss unique. Rey a été surpris d'apprendre que Shu passait la plupart de ses journées à l'intérieur du jeu. Shu dit au revoir à Rey et Némésie et les laissa à la cafétéria. Némésie voulait en savoir plus sur la vie de Shu dans le monde réel. Rey a expliqué que Shu était très riche et qu'il avait acheté des bâtiments après avoir gagné à la loterie à l'étranger. Rey a dit que Shu avait toujours eu du talent. Il excella en tant qu'acteur et chanteur dès son enfance et devint plus tard assistant d'enseignement à l'université. Soudain, Psycho est apparu et a commencé à se disputer avec Némésie à propos de nourriture. Quand Hugo est arrivé, Rey lui a offert une partie de la récompense, mais il a refusé. Après un refus symbolique,
Hugo accepte son rôle. Il a été impressionné par l'honnêteté de Ray. Ray se méfiait de l'uniforme d'Hugo, qui venait de l'Empire Dref. Hugo a expliqué qu'il faisait partie du clan du Triangle de la Sagesse et qu'utiliser cet uniforme sur Gideon n'était pas un problème. Selon lui, une personne influente de l'Empire l'a invité dans le clan. Hugo a demandé à Ray de lui raconter tous les détails de la bataille de la nuit précédente. Ray a tout rapporté honnêtement, y compris ses faiblesses. Après la conversation, Ray et Némésie ont décidé de se diriger vers l'arène. Avant de partir, Hugo fit une observation mystérieuse sur l'Occident. Après le départ de Ray, Psycho s'est rendu compte qu'Hugo était déchiré par ses plans et lui a suggéré d'abandonner. Hugo a réaffirmé son intention de continuer. Pendant ce temps, dans le royaume de l'hôtel, Kang tomba malade et souffrit de fièvre. Il s'est excusé auprès de Chunyu de ne pas avoir pu regarder le duel. Chunyu réalisa qu'elle était en retard. Elle a attrapé la jeune ambassadrice Mei Ai et a sauté par la fenêtre, ignorant les cris de la fille. Pendant ce temps, Flamingo parlait à quelqu'un au téléphone. Il a informé que la reine des monstres avait abandonné les plans parce que la première princesse d'Altar n'irait pas dans l'arène. Flamingo a assuré que tout se passerait comme prévu. Au cours de la conversation, il est devenu clair que la reine des monstres était la personne la plus puissante de l'Empire. Maintenant qu'elle avait quitté le plan, il y avait 50% de chances d'échec. Flamingo espérait que les 3 autres personnes impliquées, y compris lui-même, seraient capables d'y parvenir. Flamingo avait également recruté plusieurs déserteurs à ses côtés. Convaincu que le plan était infaillible, il était confiant. Dans l'arène, Juliette, le chevalier déchu, et Chelsea, le grand pirate, se livraient à un duel intense, tandis que Ray, Némésie, Rook, Babi et Maria regardaient depuis la zone VIP. Maria, étant la plus expérimentée, a expliqué ce qui se passait. Juliette a activé la capacité ultime de son embryon, un vent sombre, tandis que Chelsea a invoqué de l'or en fusion. Les deux se sont affrontés avec des attaques puissantes, et Juliette est sortie victorieuse. Ray a repéré Chou et est immédiatement parti à sa recherche. Peu de temps après, il retrouve Chou avec Figaro, qui porte un costume de lion pour se déguiser. Ils ont discuté des mouvements suspects qu'ils ont remarqués dans la ville. Figaro, étant très populaire, utilisait des déguisements pour se déplacer sans se faire remarquer. Alors qu'il parlait, Figaro a failli révéler un grand secret à propos de Chou, mais il a rapidement changé de sujet. Chou a remis à Ray une bague, ce qui a permis une communication directe entre eux. Avant que Ray et Némésie ne partent, Figaro a demandé à Ray de parier sur sa victoire. Après le départ des deux, Figaro et Chou ont parlé du duel. Chou pensait que Figaro avait 50% de chance de gagner, alors que Figaro promettait de sortir vainqueur. Ray a ensuite vidé son compte pour parier sur Figaro. Némésie le réprimanda d'un coup de pied pour son attitude imprudente. Junu interrompit la scène et l'avertit qu'il était sur le point de perdre tout l'argent car elle avait l'intention de gagner. Ray a vu que Junu tenait une fille dans ses bras et, poussé par la curiosité, a essayé de l'attaquer sans réfléchir. Heureusement, Chou l'a arrêté. Junu sentit la force de Chou et essaya de le tester. Chou a bloqué l'attaque avec facilité, impressionnant Junu. Quand elle a essayé de partir, Ray l'a interrogé sur la fille. Il l'a immédiatement regretté lorsqu'il a réalisé que Junu était proche de la fille. Après le départ de Junu, Chou a révélé son identité à Ray. Peu de temps après, Ray est revenu dans la boîte avec Némésie et Chou. Maria est devenue tendue en voyant Chou et a commencé à agir étrangement. Lorsque Rook l'a interrogé, elle est devenue encore plus mal à l'aise. Après les présentations, Chou répéta le nom de Maria, ce qui augmenta l'embarras. Cependant, Chou voulait juste faire remarquer que son nom était le même que celui d'un personnage de manga qu'il avait lu. Pendant que tout le monde parlait, le duel entre les supérieurs commença. Junu et Figaro se dirigèrent vers la scène dès qu'ils furent appelés. L'annonceur a lu les règles et a interdit l'utilisation d'objets annulant les effets de mort instantanée. Il a également interdit l'utilisation d'objets de guérison consommables. Chou a expliqué à Ray que ces objets étaient très importants pour Figaro, ce qui signifiait qu'il aurait du mal à s'en passer. Junu a annoncé à la foule qu'elle ne bougerait pas de sa position jusqu'à ce que Figaro soit à genoux devant elle. Cela a mis en colère le public, qui a commencé à la huer, mais Junu a juste ri méchamment, montrant du plaisir face à la réaction négative. Le combat commença et Junu détruisit rapidement les chaînes de Figaro. Les deux hommes ont commencé à échanger des coups à une vitesse si absurde que le public n'a pas pu suivre. À l'intérieur de la boîte, Chou a expliqué qu'une barrière magique séparait la scène du reste de l'arène. Cette barrière ralentissait l'action pour que le public puisse suivre, mais même dans ce cas, les mouvements étaient encore trop rapides. La barrière empêchait également les attaques d'atteindre les spectateurs. Cependant, les joueurs en dessous du niveau 50 ne pouvaient pas participer car leurs attaques traverseraient la barrière. Peu de temps après, les opérateurs ont ajusté la vitesse de la barrière, rendant le combat plus compréhensible pour le public. Le bras doré de Junu s'étendait continuellement, diminuant l'espace de mouvement de Figaro. Ce bras était son embryon supérieur, qui pouvait s'étendre à l'infini et se rétracter à une vitesse supersonique. Junu lança un sort de foudre, mais Figaro réussit à le bloquer. Elle utilisa alors l'un de ses talismans pour invoquer une flamme colossale,
mais Figaro activa une barrière protectrice qui le sauva du feu. Ray et ses amis furent surpris de voir qu'il était indemne. Shu a expliqué que c'était grâce à la cape spéciale de Figaro. Alors qu'ils discutaient du duel, Rook se souvint qu'il avait entendu Junyu murmurer un sort et qu'il attendait qu'il fasse effet. Peu de temps après, la bulle défensive de Figaro a disparu et il a commencé à cracher du sang. Junyu a ensuite montré le poumon arraché de Figaro. Elle avait visé le cœur, mais elle l'avait raté. Le sort que Rook avait entendu était responsable de l'activation d'une capacité de distorsion ultime. Cette capacité a ouvert un portail à l'intérieur du corps de Figaro, permettant aux jambes cachées de Junyu de lui arracher un poumon. Elle voulait frapper au cœur, mais Figaro bougeait trop. Shu, étant le plus expérimenté, a tout expliqué au groupe. Ray a demandé pourquoi Junyu n'avait pas bougé pour terminer Figaro, qui était déjà à genoux. Il a découvert que Junyu était prudent car personne ne savait quel était l'embryon supérieur de Figaro. Seul Shu connaissait cette information. Ray a été choqué lorsque Shu a révélé que Figaro utilisait déjà son embryon depuis le début du combat. Soudain, tout l'équipement de Figaro a disparu, le laissant avec la poitrine exposée. Junyu passa immédiatement à l'attaque. Malgré cela, Figaro est entré en mode sauvage et l'a attaqué comme s'il n'avait pas perdu un poumon, laissant le public sous le choc. Junyu fut stupéfait de voir Figaro couper des parties de ses griffes métalliques à chaque coup. Ray a finalement réalisé que moins il utilisait d'équipement Figaro, plus il devenait puissant grâce à son embryon. Cependant, selon Shu, ce n'était là qu'une des caractéristiques de l'embryon de Figaro. La deuxième caractéristique était qu'il devenait encore plus fort à mesure que le duel se prolongeait. C'est pourquoi on l'appelait le courant infini. Figaro a finalement coupé l'une des griffes de Junyu, mais elle a continué à utiliser son autre bras pour se battre. Les combats s'intensifièrent encore davantage. Junyu semblait s'amuser, même s'il parlait sans arrêt. Pour lui fermer la bouche, Figaro invoqua une magnifique épée supérieure. Junyu rit, amusé, et invoqua également sa propre épée supérieure, qui semblait inférieure en apparence. Le public a eu du mal à contenir son impatience pendant les 10 dernières secondes. Avec une vitesse supersonique, Figaro chargea Junyu et lui coupa la griffe restante. Au même moment, elle lui coupa le bras gauche. Cela n'a pas arrêté Figaro, qui s'est jeté sur elle. Junyu a révélé un bras pointu secret et a commencé à rire, croyant qu'il avait gagné. Cependant, le bras secret n'a pas réussi à pénétrer la poitrine de Figaro. C'est alors que l'embryon de Figaro fut révélé, un cœur en forme d'embryon supérieur qui le rendait invincible. Junyu réalisa, à cet instant, qu'il avait commis une erreur fatale. Avec un sourire calme sur son visage, Figaro la remercia pour le combat et la coupa avec son épée. Dans le coup final, Figaro a divisé Junyu en deux parties. Une lumière intense et brillante explosa dans l'arène et s'éleva dans le ciel tandis que Junyu disparaissait. Lorsque la lumière s'est dissipée, Figaro a été déclaré vainqueur. Un homme du désert de Caldina parlait à un autre de la grandeur de la bataille. Soudain, il remarqua quelque chose d'étrange sur la scène. La fille aux cheveux bleus avec le monstre en peluche semblait savoir ce qui allait se passer. Tout le monde s'est rendu compte que Figaro était resté figé dans le temps sur scène. Soudain, Flamingo le pingouin est apparu et a commencé à marcher sur la barrière. L'homme a enlevé son costume de pingouin, révélant qu'il était le célèbre scientifique fou et l'homme le plus détesté de tout le monde d'Infinite d'Androgramme, Monsieur Franklin, un haut placé de l'Empire Dref. C'était le même homme qui avait assassiné le roi lors de la guerre précédente. Franklin raconta tout ce qu'il avait fait et lança même des feux d'artifice pour célébrer son retour triomphal. Immédiatement, la foule a commencé à l'attaquer avec des mitrailleuses et de la magie. Cependant, rien de tout cela ne l'a affecté. Un oiseau se posa sur sa main et, d'un claquement de doigts, l'oiseau se transforma en la deuxième princesse de l'hôtel, Elisabeth. Franklin a rappelé au public que tuer un membre de la royauté entraînait l'emprisonnement, ce qui signifiait que personne ne pouvait l'attaquer puisqu'il tenait la princesse. La reine devint silencieuse, choquée. Ray, agacé, montra du mépris, car kidnapper de jeunes PNJ était quelque chose d'impardonnable pour lui. Puis, un flashback a montré que Maria avait rencontré la princesse avant le tournoi. Elisabeth s'était échappée des gardes et était tombée entre les mains d'hommes suspects. Marie s'en est rendu compte et l'a sauvée. Ils ont passé du temps ensemble en ville avant de se séparer. De retour dans le présent, Franklin s'adressait toujours au public. Un joueur a commencé à lui tirer dessus et a reçu une réprimande de la part de Maria. Franklin devint furieux et claqua des doigts. Le joueur fut immédiatement enveloppé dans une substance gélatineuse d'oxygène qui l'élimina instantanément. Le public a paniqué. Un individu désemparé a décidé d'attaquer la substance avec le feu. Cela a provoqué une explosion à l'intérieur de l'arène. Peu de temps après, la substance s'est régénérée. Franklin a appuyé sur un bouton de sa tablette et davantage de slim oxygéné est apparu dans l'arène. Il a averti que s'il ne détruisait pas l'appareil ou ne l'éliminait pas dans l'heure, la boue apparaîtrait automatiquement dans toute la ville. Franklin a ensuite déclaré que les 1G Games avaient officiellement commencé. Shu, Ray et leurs amis ont conclu que Franklin avait des plans encore plus profonds et espéraient qu'ils échoueraient. Ils ont entendu du bruit et ont couru dans le hall. Ray a remarqué que Maria était introuvable. Dans le hall, la foule a tenté de briser la barrière, mais sans succès. Soudain,
un projecteur monstre est apparu et Franklin a de nouveau parlé à tout le monde. Il a averti qu'à chaque fois que quelqu'un tenterait de détruire la barrière, un monstre serait libéré quelque part dans la ville. Si la barrière était brisée, des milliers de monstres envahiraient la ville. Une autre personne a détruit le projecteur avec de la magie. Tout le monde a commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Pendant ce temps, Franklin et Elizabeth survolaient la ville chevauchant un monstre invisible. Elizabeth s'est montrée préoccupée par son comportement. Franklin a expliqué que Dreyf a gagné la dernière guerre parce que les maîtres classés du royaume de l'Autel ont boycotté le conflit. Il craignait que si les supérieurs participaient à la guerre à venir, Dreyf n'aurait aucune chance. Son plan était donc d'éliminer toutes les figures puissantes du royaume de l'Autel. Franklin avait l'intention de garder les hauts gradés emprisonnés pendant que les maîtres se battaient pour sauver la ville. Lorsque les PNJ perdaient espoir dans les maîtres, il leur cédait le royaume. Elizabeth, cependant, croyait que les maîtres triompheraient. À l'intérieur de l'arène, Shu a averti que la ville était sans défense et que tous les joueurs puissants étaient piégés à l'intérieur. Franklin avait également posté des déserteurs à l'extérieur de l'arène au cas où quelqu'un parviendrait à s'échapper. Les déserteurs étaient d'anciens citoyens du royaume, mais Franklin les avait achetés. Ray s'est approché de la barrière et, à la surprise générale, sa main l'a traversée sans résistance. Tout le monde a remarqué que les joueurs de niveau 50 ou inférieur pouvaient franchir la barrière. Par conséquent, seuls les joueurs de niveau 51 pouvaient participer au duel. Tous les maîtres de niveau 50 ou inférieur ont décidé d'affronter les traîtres à l'extérieur, tandis que les maîtres de niveau supérieur les ont équipés d'auto-guérison et de boost. Shu a averti Ray d'être prudent, car Franklin avait probablement laissé cet espace volontairement comme un piège. Shu a ensuite remis à Ray sa dernière broche de protection. Avant de partir, Ray a promis qu'il resterait en vie jusqu'à ce que Shu trouve un moyen de s'en sortir. Pendant ce temps, les transfuges à l'extérieur exultaient, pensant qu'il leur suffirait d'éliminer quelques recrues pour être payés très cher. Cependant, leur enthousiasme a rapidement disparu lorsque Ray et les autres recrues se sont jetés sur eux avec toute leur force. Avant que le leader ne puisse réagir, la plupart de son équipe avait déjà été vaincue. Une rousse a presque carbonisé Ray avec des flammes, mais la broche que Shu lui avait donnée l'a sauvé. Ray a éliminé la rousse avec facilité. Le capitaine des déserteurs a affronté une armure de combat et a gagné. Cependant, l'armure était lisse, la cape de Rook. Alors qu'il était distrait, Liz l'a poignardé et est retourné vers le corps de Rook juste au moment où il arrivait. Avant de mourir, le capitaine regretta profondément d'avoir déserté. Pendant ce temps, Franklin observait tout depuis le ciel et était étonné de la rapidité avec laquelle ses hommes étaient vaincus. Franklin a montré à Elizabeth une tablette qu'il utilisait pour surveiller ses plans et prévenir toute attaque. Il avait placé plusieurs supérieurs puissants dans toute la ville et les contrôlait avec cet appareil. Franklin avait préparé un plan complet. Alors qu'il était distrait avec ses jouets, le célèbre tueur supérieur l'a attaqué et a emmené Elizabeth. Dans un retournement de situation, il a été révélé que Maria était en fait le maître assassin connu sous le nom de Death's Shadow, qui avait tué Ray dans le nord. Franklin et son monstre tapis volant sont tombés du ciel vers le sol. Pendant ce temps, Ray se souvint du commentaire d'Hugo sur l'ouest et suivit Rook, Babi et Némésie jusqu'à la porte ouest. Elizabeth se réveilla et fut très heureuse de voir Marie. Elle a remis la tablette de Franklin à Maria et lui a expliqué comment il avait utilisé l'appareil. Maria a ensuite utilisé la tablette pour échapper aux hommes de main positionnés autour de la ville. Elle a remarqué le symbole de Franklin sur l'appareil et s'est rendu compte qu'il était toujours en vie. Soudain, Elizabeth se transforma à nouveau en oiseau et vola vers Franklin. Franklin a parlé à Maria via la tablette. Il a expliqué qu'une de ses compétences lui permettait de transférer les dégâts reçus à d'autres monstres. C'est ainsi qu'il a survécu à l'attaque de Maria. Franklin a alors convoqué l'un de ses maîtres supérieurs pour s'occuper d'elle. Soudain, le sol sous Maria explosa, révélant un chef d'orchestre et son orchestre de monstres métalliques. Maria l'a reconnu comme l'artiste de rue de la place centrale. Le chef d'orchestre s'est présenté comme Veldorbel, le roi des orchestres. Il était l'un des trois grands qui avaient planifié tout ce chaos aux côtés de Franklin. Maria se présenta et sortit son embryon en forme de revolver, prête pour une confrontation totale contre le maestro. Pendant ce temps, Hugo était chargé de défendre la porte ouest. Il a installé un panneau avertissant que les maîtres n'étaient pas autorisés à passer. Cependant, certains ont ignoré l'avertissement et ont continué. Psycho a ouvert un portail de glace de la mort et a gelé les envahisseurs. Hugo a utilisé un lance-flamme pour brûler le reste. Un homme en feu s'est également approché et a été immédiatement gelé. Dans un flashback, il a été révélé que Veldorbel était un compositeur raté dont l'inspiration avait disparu. Il aurait aimé naître à l'époque des légendes et des chevaliers. Puis il a rencontré Infinite d'Androgramme, un monde qui promettait des possibilités infinies. De retour dans le présent, Maria et Veldorbel se sont affrontés dans une bataille féroce. Maria était frustrée que ses tirs ne pénètrent pas sa défense. Soudain, les monstres musicaux commencèrent à jouer une mélodie qui produisit d'immenses ondes de choc,
détruisant tout sur son passage. Maria a réussi à esquiver. Elle a remarqué que le chef d'orchestre utilisait 3 attaques sonores en même temps. Chacune des 3 bêtes possédait une capacité différente. L'un d'eux utilisait des vibrations sonores pour tout détruire, le deuxième utilisait des attaques hypnotiques basées sur le son et le troisième lançait des coups ultrasoniques capables de percer n'importe quelle défense. Maria a esquivé toutes les attaques. Elle ne trouva aucune ouverture car la musique créait une barrière autour de Veldhorbel. Soudain, il fit signe aux bêtes d'arrêter de jouer et annonça une performance en solo. Maria croyait que c'était sa chance. Cependant, elle a été frappée par une force qui a rompu un vaisseau sanguin. Il a ensuite été révélé que Veldhorbel avait un 4e monstre musical caché dans le ciel. Sur son ordre, les 4 monstres commencèrent à jouer simultanément, enveloppant Maria dans une tornade géante. Dans le chaos, Maria se souvint de sa vie avant de rencontrer Infinite d'Androgramme. Elle était auteure de manga, mais sa publication avait été annulée. Un jour, Maria fut très heureuse de recevoir une nouvelle chance de recommencer sa série. Cependant, elle était mentalement bloquée et ne pouvait pas dessiner. Plus tard, il a trouvé Infinite d'Androgramme et a créé son profil basé sur l'héroïne de son manga. De retour au combat, la tornade avait disparu et Maria aussi. Veldhorbel a utilisé un sonar pour scanner la zone à la recherche d'un battement de cœur. N'ayant rien entendu, il conclut que Maria était morte. Cependant, il a été choqué lorsqu'elle est apparue derrière lui et l'a poignardé. Veldhorbel contre-attaqua avec une onde sonore qui la fit reculer. Il était impressionné qu'elle ait survécu à sa technique la plus mortelle. En fait, disparaître du monde faisait partie de la compétence ultime de la profession de Maria. Les deux décidèrent d'utiliser leurs attaques finales. Maria chargea son arme avec une balle spéciale, tandis que Veldhorbel lançait son dernier sort orchestral. Ils se sont attaqués en même temps, provoquant une explosion quasi nucléaire. Lorsque la poussière retomba, Veldhorbel fut vaincu, mais Maria avait survécu. Il a révélé que son attaque finale était un son mortel qui tuait quiconque l'entendait. Maria a expliqué qu'elle ne l'avait pas entendu parce que sa balle spéciale, Daisy, une fille rousse sous forme d'esprit, avait fait exploser l'atmosphère autour d'elle, empêchant le son de se propager. Le chef d'orchestre était déçu que Maria n'ait pas entendu sa musique meurtrière. Maria l'a alors éliminée immédiatement. Franklin a reçu une notification sur sa tablette. Même s'il était sûr que ses plans fonctionneraient, il craignait toujours que Ray ne gâche les choses. Franklin est retourné à la porte ouest avec Elizabeth. Hugo informa que les chevaliers royaux attendaient devant la porte. Franklin a ordonné à Hugo de laisser passer Ray. De l'autre côté, Liliana était positionnée avec le reste de l'armée. Elle a menacé de lui enlever Elizabeth par la force, expliquant que la garde royale était immunisée contre les attaques des membres de la famille royale. Liliana brandit son épée et invoqua une lumière brûlante. Cependant, Franklin portait une broche qui lui sauvait la vie. Alors que l'armée avançait, Franklin invoqua un monstre géant et dégoûtant couvert d'yeux. La scène nous ramène au monde réel, où il est révélé qu'Hugo, dont le vrai nom est Yuri, est née dans une famille riche en France. Elle avait une sœur aînée nommée Francesca. Leur père était extrêmement violent. Francesca, cependant, a toujours protégé et aimé Yuri. Elle a appris à modeler de petits animaux en argile auprès de son grand-père, mais son père ne l'a pas accepté. Il a essayé de la forcer à épouser un vieil homme répugnant, ce qui a poussé Francesca à fuir la maison. Yuri a commencé à se blâmer de ne pas être capable de protéger les femmes de sa vie et a voulu être un homme fort. Après le divorce de ses parents, Yuri a trouvé Infinite d'Androgramme et a créé son personnage Hugo en tant que chevalier qui protège les femmes sans défense. De retour dans le présent, Psycho a essayé de convaincre Hugo d'abandonner le plan. Cependant, Hugo pensait que c'était la meilleure façon d'éviter une guerre et de sauver plus de vies. Il croyait naïvement que Franklin ne ferait que blesser les joueurs. Peu de temps après, Ray et ses amis arrivèrent à la porte ouest. Hugo a prévenu Ray que celui-ci devait franchir la porte seul. Rook a dit à Ray d'aller de l'avant pendant qu'il s'occupait d'Hugo. Cependant, lorsque Ray a essayé de passer, Hugo l'a défié en combat. Ils se sont précipités l'un sur l'autre et Ray a utilisé la contre-absorption pour bloquer le coup d'Hugo. Puis il attaqua avec sa technique de vengeance suprême et se précipita vers la sortie. Après le combat, Hugo était en conflit à propos du fait d'avoir trompé Ray. Rook et Baby ne lui ont pas laissé le temps de réfléchir et ont commencé à l'attaquer. Rook a exprimé sa haine envers Hugo et l'a qualifié de traître méprisable et hypocrite. Rook a continué à provoquer Hugo, le rendant furieux. Hugo a essayé de faire exploser Rook avec un lance-flamme, mais Rook a réussi à l'esquiver. Ils commencèrent alors à parler sans arrêt, se défiant mutuellement dans une bataille loyale. Pendant ce temps, à l'extérieur de la porte ouest, Franklin regardait avec admiration son monstre hideux attaquer la garde royale. Maria et son compagnon, Lindo, ont essayé de détruire la créature avec un sort de feu commun, mais le sort n'a eu aucun effet. Le monstre a commencé à leur tirer des sphères de lumière. Soudain, Ray a attaqué la créature avec une énorme boule de feu. Franklin, d'un autre côté, était obsédé par Ray et était ravi quand il est arrivé. Dans un flashback, il a été révélé que Rook vivait à Londres avant d'entrer dans le Dendrogramme infini. Son père était détective et sa mère était une voleuse. C'est d'elle que Rook a appris l'art de la persuasion. Après avoir perdu ses parents dans un accident d'avion à l'âge de 15 ans, Rook a découvert que son père enquêtait sur le jeu suspect,
et il a donc décidé de se joindre à lui. Dans le présent, Rook et Hugo étaient dans une bataille intense. Rook anticipait chaque mouvement d'Hugo avec précision, tandis que le gant spécial qu'il avait gagné le protégeait du portail de glace de la mort. Même si l'un de ses bras commençait à geler, Rook a invoqué Liz, sa cape, pour l'aider à esquiver les attaques pendant qu'il réfléchissait à une stratégie pour gagner. De plus, Baby et Marilyn ont continué à attaquer Hugo. Rook se demandait pourquoi le portail de congélation ne les affectait pas. Tandis qu'il était perdu dans ses pensées, Hugo s'avança vers lui. Malgré l'avertissement de Baby, Rook a été poussé contre un mur. Après avoir retrouvé son équilibre, Rook réalisa comment il pouvait vaincre Hugo. Hugo était furieux lorsque Rook a décrit le fonctionnement du portail de congélation. Rook a également déduit qu'Hugo était en fait une fille. Il a essayé de déstabiliser Hugo en l'accusant d'avoir trahi Ray et en disant qu'il le détestait. Hugo s'est laissé emporter par les paroles de Rook et l'a attaqué. Soudain, Rook fusionna avec Baby et Marilyn, se transformant en un petit diable provocateur. Il a frappé Hugo durement, causant de lourds dégâts à son armure. Hugo a lancé une bombe fumigène pour bloquer la vision de Rook et a essayé de le frapper, mais Rook l'a esquivé. Hugo réalisa que le discours irritant de Rook n'était qu'une distraction pour que Baby termine ses préparatifs. Les deux adversaires ont ensuite exécuté leurs attaques finales. Le coup fatal d'Hugo a frappé Rook, le séparant de Baby et Marilyn. Hugo soupira de soulagement, pensant qu'il avait gagné. Mais Rook, maître de la tromperie, avait déjà infiltré Liz dans l'armure d'Hugo, tandis que Baby et Rook l'hypnotisaient. Pendant ce temps, Ray a essayé de détruire le monstre déformé, mais en vain. Franklin a lancé une émission en direct, montrant ses actes insensés à toute la ville. Il voulait prouver au royaume de l'hôtel qu'il pouvait vaincre leur héros et détruire leur espoir. En sécurité à l'intérieur d'une bulle protectrice flottante, Franklin narguait Ray. Il a jeté de manière provocante son nouvel iPhone 15 Pro Max dans la gueule du monstre horrible, lui disant que cela déclencherait la fin du monde dans 15 minutes. Pour éviter le désastre, il faudrait détruire le monstre. La créature s'est alors illuminée et a attaqué Ray, Liliana et Lindo. Le trio réussit de justesse à s'échapper, mais une sphère de lumière frappa Ray, qui resta inébranlable. Même s'il était blessé, Ray était déterminé à accumuler des points de dégâts pour exécuter son attaque de vengeance ultime contre la créature. Némésis sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenait pas à identifier le problème. Lorsque Ray a finalement frappé le monstre, il a été choqué de voir que son attaque n'avait aucun effet. La créature a riposté, mais Ray s'est échappé en montant Silver à temps. Franklin était ravi et a avoué que la potion donnée à Ray alors qu'il était déguisé en pingouin était en fait une substance visqueuse émettrice qui capturait toutes les données et tous les mouvements de Ray. Il a utilisé cette information pour rendre le monstre immunisé contre les attaques de Ray. Franklin, de plus en plus obsédé, a nommé le monstre le Restarling Killer, ou RSK. Ray était perplexe face à l'obsession de Franklin pour lui. Franklin a révélé que tout a commencé lorsque Ray a déjoué son plan de tuer Liliana dans le verger. Se sentant vaincu, Franklin jura de détruire Ray à tout prix. Ray ressentit une forte vague de colère en se rappelant ce que Milian avait subi. Il courut vers le monstre pour tester une théorie, mais fut frappé par une sphère de lumière. Liliana l'a guéri immédiatement. Une fois de retour sain et sauf, Ray a dit à Liliana que le RSK n'était qu'une couverture. Le véritable ennemi était caché à l'intérieur du monstre couvert d'yeux. Franklin a indiqué qu'il ne restait que 5 minutes avant la fin. Ray est resté confiant et a déclaré qu'il serait capable de vaincre le monstre dans ce délai. Il a remarqué que le Slim Transmetteur était désactivé avant de capturer l'une de ses dernières capacités. Même en sachant que la confrontation pouvait être fatale, Ray était prêt à tout miser sur l'attaque finale. Ray a demandé à Liliana de sauver les chevaliers tombés, tandis que Lindo serait chargé de distraire la créature. Ray a canalisé la capacité de rancune qu'il a acquise en battant le sorcier maléfique, rassemblant l'énergie de la haine collective de la ville dans un trou noir. Lorsque Franklin ordonna au monstre de bouger, Lindo l'intercepta avec une flamme sacrée flamboyante. Ray a libéré l'air comprimé au-dessus de la tête du monstre, provoquant une explosion qui a laissé son crâne vulnérable. Même en essayant de se régénérer, la créature a eu la tête percée par Ray, qui a utilisé les bracelets pour la brûler de l'intérieur, détruisant le monstre une fois pour toutes. Ray a été grièvement blessé après l'explosion. Liliana a paniqué et a essayé de le soigner d'urgence, mais son bras était complètement carbonisé, rendant la tâche presque impossible. Franklin applaudit le combat et, rompant sa promesse, activa le bouton d'urgence de la tablette de secours pour déclencher la fin du monde. Liliana a demandé à un chevalier de s'occuper de Ray pendant qu'elle affrontait Franklin. Franklin a ensuite invoqué un demi-dragon géant pour combattre Liliana et Némésis. Puis il a vérifié son plan apocalyptique. À sa grande surprise, il découvrit que Maria avait désactivé tous les noyaux de monstres dispersés dans la ville. Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte, Rook a capturé Hugo et Psycho. Il s'est avéré que Hugo ne connaissait que les plans A et B de Franklin, mais Rook l'a averti que Franklin n'abandonnerait jamais. Franklin a juré de ne jamais attaquer les PNJ, et Hugo a cru à cette promesse. Hugo a défendu Franklin avec passion lorsque Rook a commencé à le critiquer. Rook était sûr que Franklin préparait quelque chose de bien pire. À la grande surprise d'Hugo, Franklin révéla son plan C,
libérer plus de 50 000 monstres pour détruire toute la ville de Gideon. D'un claquement de doigts, Franklin défait le camouflage et révèle un dragon araignée colossal avec une forteresse sur le dos. Ce monstre était l'embryon supérieur de Franklin, Pandemonium. La forteresse avait la forme d'une boîte et fonctionnait comme une usine de production et de stockage de monstres. Suivant les ordres de Franklin, Pandemonium expulsa une armée de 5000 monstres de sa bouche. Franklin a rapporté que ces créatures étaient programmées pour tout détruire sauf les membres du clan du Triangle de la Sagesse. Même si Franklin était vaincu, les monstres continueraient d'avancer. Ray s'est réveillé et a couru vers l'armée de monstres pour gagner du temps pour que Liliana et les chevaliers puissent s'occuper de Pandemonium. Ray a pulvérisé du poison sur la horde pour les ralentir, mais l'un des monstres l'a fait tomber de Silver. Avant d'être tué, Maria est apparue, enveloppée de brume noire, et a tiré sur le monstre. Elle a délibérément modifié sa voix pour cacher son identité, mais a crié de frustration lorsqu'elle a réalisé que Ray avait déjà compris qui elle était. Ray a avoué qu'il ne l'avait soupçonné qu'à ce moment-là. Maria et Ray se sont battus côte à côte pour éliminer autant de monstres que possible. Rook est également arrivé avec quelques alliés pour l'aider. Franklin regarda les novices et les maîtres affronter son armée dans une bataille intense. Il réalisa alors qu'Hugo l'avait trahi et libéra le maître gelé à l'entrée de l'arène. Pendant ce temps, Shu est apparu portant seulement la tête d'un costume d'ours. D'un seul coup, il brisa la barrière, libérant Figaro et Junu du gel temporel. Shu avertit Figaro de se méfier des 3 alliés de Franklin cachés dans l'arène. Au milieu du chaos, Ray et ses amis ont continué à se battre avec une détermination inébranlable. Franklin, cependant, fut submergé par la colère face à l'interférence des nouveaux venus et décida de libérer le demi-dragon. La créature géante a commencé à éliminer les combattants à un rythme alarmant. Maria se prépara à tirer sur le monstre, mais il esquiva agilement et avança vers Ray. Ray a décidé d'y faire face, même si cela lui coûtait la vie. Malgré le danger imminent, Ray a tenu bon et a affronté la créature monstrueuse, prêt à tout risquer. Heureusement, Shu est arrivé au dernier moment et a décapité le demi-dragon d'un coup de pied aussi rapide que l'éclair. Shu a félicité Ray d'être resté en vie comme il l'avait promis. Shu a ensuite utilisé l'anneau émetteur pour communiquer avec Franklin. C'est à ce moment-là que Shu révéla sa véritable identité en tant que roi de la destruction et lança une menace directe à Franklin, promettant de détruire tous ses jouets préférés. Dans une démonstration impressionnante de force, Shu a commencé à éliminer les monstres avec facilité, comme s'ils étaient faits de papier. Franklin fut dévasté de voir ses créations détruites une par une. Pendant ce temps, Junior restait sans voix face au pouvoir absurde de Shu. Figaro expliqua que Shu pratiquait les arts martiaux, ce qui lui permettait de prédire chaque mouvement de son ennemi. Junu et Figaro ont commencé à discuter du plan D de Franklin. Figaro lui a dit que Franklin avait peut-être caché quelque chose de dangereux sous la scène. Junu décide alors d'enquêter sur la menace souterraine, tandis que Figaro reste sur scène, prêt à affronter les 2 membres les plus forts du Triangle de la Sagesse. Pendant ce temps, la mystérieuse fille aux cheveux bleus continuait de communiquer par télépathie avec son doux petit monstre. Franklin, n'étant plus patient avec Shu, décida de libérer les 50 000 monstres restants. Mais sorti de nulle part, Shu a invoqué son embryon, un énorme vaisseau de guerre, et a commencé à éliminer les monstres en masse. Le navire est entré dans un bain de sang, détruisant les créatures une par une. Franklin était furieux lorsqu'il réalisa que tous ses plans étaient contrecarrés. Ray avait ruiné le plan A, la maîtresse assassine Maria avait déjoué le plan B, et maintenant Shu Starling détruisait le plan C infaillible. Frustré, Franklin décida d'activer le plan D, même si cela lui coûtait sa propre vie. Il préférerait emporter toute la ville avec lui plutôt que d'accepter la défaite. Franklin a ensuite déchaîné son arme ultime, une créature souterraine folle qui a commencé à creuser sous la Seine, prête à provoquer un effondrement dévastateur dans la ville. Pendant ce temps, la foule, toujours inconsciente, continuait d'applaudir Shu pour avoir détruit les monstres. Soudain, l'homme du désert dans les gradins a utilisé une puissante magie pour manipuler la terre et écraser la créature. Une autre journée normale dans Infinite d'Androgramme, pleine de sauvegardes de dernière minute. En dehors de la ville, Shu a continué à éliminer les monstres avec une puissance de feu massive. Franklin ne comprenait pas pourquoi Shu affrontait 50 000 créatures au lieu de simplement détruire Pandemonium, le véritable cœur du problème. En fait, Shu attendait juste que Ray sauve la princesse avant de détruire l'embryon de Franklin. Finalement, Ray arrive à la forteresse pour affronter Franklin. Franklin réalisa que Ray essayait de sauver la princesse et se concentra immédiatement sur lui. Shu se préparait à détruire Pandemonium lorsqu'il virait au sommet de la forteresse. Franklin a ensuite découvert que Ray et Shu étaient frères. Ray a également réalisé que Franklin pensait que Infinite d'Androgramme était plus qu'un jeu. Franklin pensait que le jeu faisait partie d'un plan global visant à créer un nouveau monde ou, peut-être, une invasion extraterrestre typique. Il a clairement fait comprendre à Ray qu'il ne se souciait pas des PNJ, réels ou non. Selon lui, s'il avait le même pouvoir dans le monde réel, il ferait exactement la même chose, même si cela devait coûter des milliers de vies humaines. Ray était profondément dégoûté par l'esprit malade de Franklin. Le désir pervers de Franklin était d'éliminer quiconque se mettrait en travers de son chemin, incapable de le faire dans le monde réel,
il a déversé toute sa colère dans un finite d'androgrammes. La conversation entre les deux fut interrompue par une énorme explosion. Franklin se retourna et vit Shu lancer une attaque directe sur la forteresse. Franklin courut voir comment allait la princesse et, à sa grande consternation, elle avait disparu. Franklin était confus car il n'avait pas quitté Ray des yeux pendant tout ce temps. Ray a révélé que ce n'était qu'une distraction et que Maria avait sauvé la princesse pendant que Franklin était distrait par lui. Alors que Shu intensifiait l'attaque contre Pandemonium, Franklin sentit que son temps était compté. Il avait étudié les capacités de Chunu et Figaro lors du duel des supérieurs, espérant qu'ils seraient ceux qui l'affronteraient. Malheureusement pour lui, il n'avait pas calculé la présence du redoutable roi de la destruction. Ray courut vers Franklin, mais Hugo apparut avec son armure mécanique et bloqua le chemin. Némésie a suggéré à Ray d'y aller doucement et d'accumuler des points pour une attaque de vengeance plus efficace, mais Ray était prêt à tout sacrifier à ce moment-là. Hugo a révélé que Franklin était sa sœur, Francesca, et a juré de la protéger, quoi qu'elle ait fait. Ray et Hugo se sont précipités l'un sur l'autre avec fureur. Ray coupa le bras de l'armure d'un coup rapide. Hugo a utilisé son autre bras et a réussi à couper le bras brûlé de Ray. Sans se laisser décourager, Ray saisit l'épée avec sa bouche et perça l'armure. Il a ensuite utilisé son attaque de vengeance, perçant la défense et battant Hugo. Ray a immédiatement couru vers Franklin et l'a frappé avec son bras gauche, utilisant les bracelets enflammés pour le brûler. Avec cela, Ray a perdu le dernier bras qui lui restait. Étonnamment, Franklin accepta la défaite sans résistance. Ray est tombé du ciel, inconscient. Némésie est apparu chevauchant Silver et l'a sauvé. De retour au sol, Liliana a utilisé ses pouvoirs de guérison pour restaurer l'un des bras de Ray, mais n'a pas pu restaurer l'autre. Maria a informé que la seule personne capable de restaurer le bras perdu était la grande prêtresse de la société lunaire, Tsukuyo Fuso. Ray, cependant, était terrifié par elle, surtout après l'histoire macabre que Maria lui avait montrée plus tôt. Il accepta avec joie l'idée de rester avec un seul bras et utiliserait Némésie avec sa bouche si nécessaire. Némésie était déconcerté et se demandait silencieusement si cela comptait comme un baiser. Plus tard, Figaro a emmené Shu et Junyu pour célébrer, mais contrairement aux autres, Junyu a révélé qu'il ne boirait que du jus. Figaro a commenté à Shu que le roi des bêtes n'avait causé aucun problème dans l'arène. Étonnamment, il a été révélé que la fille aux cheveux bleus était la reine des bêtes et que son mignon petit monstre était le roi des bêtes, le plus fort physiquement. Au départ, les deux hommes faisaient également partie du plan de Franklin, mais ils se sont retirés à la dernière minute. Junyu a dit à Shu que quelqu'un avait écrasé la créature sous la scène avant son arrivée. Shu a révélé que Fathom, connu sous le nom de la Terre, était probablement responsable. Il a expliqué que Fathom avait dû apparaître pour aider si les plans de Franklin devenaient incontrôlables. Fathom était l'homme du désert qui a écrasé le monstre souterrain. Il était également le magicien le plus puissant de Kaldina. Shu a dit à Junyu qu'il avait déjà affronté Fathom une fois et que le combat était si intense que l'IA du jeu avait dû l'interrompre. Pendant ce temps, Fathom continuait son voyage de retour vers Kaldina en calèche. Après la renaissance de Franklin et Hugo, Franklin dit à Hugo qu'il devrait quitter le clan. Il a demandé pourquoi Hugo l'avait sauvé dans Pandemonium. Hugo ne pouvait pas expliquer pourquoi il était revenu. Voyant la tristesse d'Hugo, Franklin le réconforta et lui offrit un cadeau d'anniversaire. Franklin a dit qu'Hugo devrait faire un voyage pour découvrir ce qu'il voulait dans la vie. Après un au revoir difficile, Hugo et Sayo sont partis. Hugo étant parti, Franklin était ravi d'être libéré de ce qu'il considérait comme un fardeau. Sans Hugo sur son chemin, Franklin était prêt à assumer pleinement son rôle de méchant et à détruire Ray Starling. Peu de temps après, Liliana participa à l'enterrement des chevaliers tombés au combat. Elle se sentait dévastée, car elle savait que son peuple était le seul véritablement affecté par la folie de Franklin. Soudain, Lindo a couru et rapporta que la méchante Elisabeth s'était encore enfuie. Pendant ce temps, Elisabeth était dans l'arène, regardant le duel entre Ray et Maria. Elle a remercié Ray de lui avoir sauvé la vie. Ray a crié de frustration lorsqu'il a appris qu'elle s'était faufilée dehors. Maria a informé que les gens d'Altar essayaient de choisir un bon titre pour Ray. Avant de commencer le duel, Ray a choisi le nom de Ray l'Incassable. Dans le dernier épisode, nous voyons Ray de retour dans le monde réel, terminant enfin son processus de candidature à l'université. Il rencontre une fille qui lui semble étrangement familière.